Alors nous allons commencer. Donc cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir donc Océane Fian, qui est enseignante et chercheuse donc, à l'Université Côte d'Azur, à l'École française de l'intelligence artificielle. Elle est membre de l'équipe Innovation en organisation et en société, du groupe de recherche en droit, économie et gestion. Elle a publié notamment un article dans la revue Réseau, Au-delà de l'explicabilité, étude de la conception d'une intelligence artificielle intelligible en anatomie et cytologie. Et donc son titre pour aujourd'hui sera l'explicabilité des systèmes d'IA, étude de la conception d'une IA médicale intelligible. Bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque. Donc très rapidement, je vais un petit peu cadrer un petit peu mon intervention, vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez ce que je fais. Donc en fait, mon domaine de recherche, c'est la philosophie des technologies médicales, et mon approche, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle le tournant empirique en philosophie des techniques. Et en fait, c'est un courant donc, qui s'est développé à partir des années 80-90 en réaction à ce qu'on appelle les approches dites transcendantalistes de la technique, telles qu'on les trouve en fait chez Heidegger ou chez Ellul. Et donc c'est un courant en fait qui va proposer de penser la technique à partir de l'analyse de dispositifs concrets, particuliers, qu'ils soient actuels ou qu'ils soient passés. Et donc en fait les auteurs qui vont orienter ma démarche, notamment un chercheur qui s'appelle Peter Paul Verbeek, qui est un néerlandais, philosophe des techniques néerlandais. Ils vont formuler leurs analyses philosophiques sur la technique à partir de la technique, c'est-à-dire en examinant vraiment la manière dont les dispositifs sont conçus, déployés, intégrés dans les pratiques. Et ils vont également avoir l'ambition de produire des analyses philosophiques pour la technique, dans une espèce de démarche d'accompagnement technologique, c'est-à-dire que le philosophe, pour eux, ne reste pas à observer, il doit chercher également à orienter les processus d'innovation. Et donc, l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'inscrit pleinement dans cette approche-là. En fait, c'est une étude donc, que j'ai faite quand j'étais en postdoctorat et qui est issue d'un projet de recherche qui était à l'université de Compiègne, technologie de Compiègne, financé par l'Institut national du cancer, et ce projet portait sur l'IA, le machine learning en cancérologie. Et donc l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui porte du coup sur une question qui occupe une place importante dans les discussions éthiques autour de l'IA, mais pas que éthique. C'est la question évidemment de son explicabilité, entendue comme la capacité à rendre compte de la manière dont une IA parvient à ces résultats. Donc, cette exigence d'explicabilité aujourd'hui en médecine, elle va être largement considérée comme quelque chose qui est indispensable pour l'acceptabilité des IA par les professionnels de santé, mais aussi par les patients. Et pourtant, ce que moi je vais essayer de vous montrer, c'est plutôt que cette idée mérite d'être renversée. C'est-à-dire que dans le cas que moi j'ai étudié, parce que c'est vraiment un travail empirique, l'explicabilité des IA ne constitue pas forcément quelque chose un enjeu central pour les médecins et pour les patients. Et donc ça c'est la première idée que je vais interroger. Et je vais essayer, dans ce même cas d'étude, plutôt vers la conclusion, d'interroger, de remettre en question deux autres idées reçues sur l'IA médicale. La première, c'est que c'est celle selon laquelle l'IA aurait vocation à terme, à plus ou moins long terme, de remplacer les médecins, du moins sur certaines tâches pour lesquelles elle est plus performante que ce qui fait craindre, du coup, que une fois que les médecins sont délestés de ces tâches, ils perdent précisément, ils finissent par perdre leur expertise au profit des machines. Et ce que je vais essayer de montrer à partir de mon cas d'étude, c'est que, au contraire, le développement de l'IA peut permettre aux médecins, en l'occurrence qui est un médecin pathologiste ici, d'aller réassurer son expertise, notamment face à la concurrence d'autres formes d'expertise
qui ont récemment contribué à marginaliser son rôle dans l'établissement de certains diagnostics. Et donc la seconde idée reçue que je vais aussi essayer de questionner à partir de ce cas d'étude, c'est celle selon laquelle les IA réussiraient à transformer la médecine par leur seule qualité intrinsèque, comme par exemple leur performance supérieure à celle des médecins sur certaines tâches. En fait, ce cas d'étude que je vais vous présenter tout de suite m'a amené plutôt à formuler une hypothèse un petit peu plus nuancée, c'est que les IA ne transformeront la médecine, ne feront évoluer vraiment les pratiques médicales, que si ce que j'appelle de nombreuses conditions de milieu sont réunies. C'est-à-dire, en gros, pour moi, les IA ne suffisent pas à elles seules à faire évoluer les pratiques médicales. Leur déploiement va supposer des transformations profondes, que ce soit au plan organisationnel, au plan technique, au plan professionnel en médecine. Transformations sur lesquelles elles ne produiront pas les effets escomptés. Et donc, comme l'a dit Jacques, l'étude que je vais vous présenter a été publiée dans la revue Réseau avec Camille Franchet, qui est le pathologiste avec qui j'ai travaillé, et Robin Schwab, qui est le data scientist qui l'accompagne. Alors, donc l'explicabilité des IA, elle se définit comme la capacité à élucider les mécanismes par lesquels les IA formulent leurs résultats. Aujourd'hui, vous avez tout un champ de recherche qui s'appelle l'Explainable Artificial Intelligence, qui cherche à créer des méthodes pour expliquer les IA opaques. Le fait est en fait que les réseaux de neurones profonds, donc, qui sont les algorithmes les plus populaires dans le domaine de l'IA aujourd'hui, sont non seulement les plus performants, mais ils sont aussi considérés comme étant les plus opaques, au sens où, c'est-à-dire qu'en fait leur fonctionnement ne repose pas sur des règles explicitement programmées, mais sur des opérations mathématiques complexes et plutôt de nature probabiliste, et du coup, il va être très difficile de comprendre, en gros, leur processus de décision. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la littérature, en fait, la mise en œuvre de l'explicabilité va être largement reconnue comme un élément essentiel à l'intégration réussie des IA dans le domaine médical. Donc, vous avez plein d'arguments qui sont développés, comme l'explicabilité pourrait justement améliorer la sécurité du patient qui est sujet d'une prédiction algorithmique, parce que ça nous permettrait de prévenir les erreurs, résoudre aussi les erreurs de ces systèmes-là. Ça permettrait également de consolider la confiance des professionnels de santé vis-à-vis des IA en leur permettant notamment la possibilité d'aller évaluer la pertinence clinique des résultats. Donc voilà, tout un ensemble d'arguments. Mais en fait, quand on regarde la littérature de manière approfondie, on se rend compte qu'il y a deux lacunes dans cette littérature sur l'explicabilité. Donc, premièrement, c'est que cette question de l'explicabilité, en général, elle est abordée de manière très abstraite, sans vraiment d'ancrage dans des situations, des contextes d'application concrets, et ce qui, du coup, peut conduire les développeurs, les data scientists, à concevoir des solutions explicatives qui ne sont pas forcément alignées avec les attentes des utilisateurs finaux. Et le second problème, c'est que affirmer que l'appropriabilité des IA par les médecins, pour condition vraiment sine qua non, la possibilité pour eux d'aller comprendre les mécanismes par lesquels les systèmes d'IA produisent leurs résultats, donc ce qui est proprement vraiment la définition de l'explicabilité, c'est complètement réducteur. En fait, cette focalisation vraiment sur le fonctionnement des IA, elle occulte le fait que des aspects des IA autres que leur fonctionnement sont de nature à conditionner l'intelligibilité, l'appropriabilité aussi de ces outils par les médecins. Donc, par exemple, parmi ces aspects autres que le fonctionnement interne, il y a toute la question de la construction de ce qu'on appelle les vérités de terrain, en gros les datasets d'entraînement, de validation de ces modèles-là. Donc, vous avez aujourd'hui pas mal d'enquêtes qualitatives qui viennent de temps en temps de la sociologie,
qui vont montrer que les médecins, l'explicabilité n'est pas unanimement perçue par les médecins comme une condition essentielle vraiment à l'intégration des IA dans les pratiques médicales. Donc, voilà. Donc ma présentation, elle s'inscrit vraiment dans le prolongement de ces études qualitatives en soutenant que l'explicabilité n'est pas quelque chose d'indispensable pour que les praticiens comprennent les résultats des IA, et donc pour l'intégration effective de ces systèmes en médecine. Mais elle va un petit peu plus loin en allant poser une question épistémologique qui est, en gros, sous quelles conditions les résultats des IA peuvent-ils être intelligibles par les praticiens s'il ne s'agit plus de rendre les modèles explicables, s'il ne s'agit plus d'expliquer leur fonctionnement. Donc ma thèse est précisément que les résultats de ces modèles ne sont intelligibles que s'ils intègrent vraiment les connaissances biologiques et médicales des praticiens, ce qui évidemment pose un problème assez ardu dans le cas des modèles de deep learning, les réseaux de neurones, etc., les réseaux de neurones profonds, qui précisément ne vont s'appuyer sur aucune connaissance préalable, donc qu'il s'agisse de règles de décision ou autres. Donc à partir de l'étude d'un projet d'IA en anatomie et cytologie pathologique, je dirais pathologie pour aller plus vite dans la suite de ma présentation, donc qui a en fait une spécialité centrale, une spécialité médicale centrale dans la prise en charge des cancers. Je propose de montrer que la question de l'intelligibilité des IA se ramène à la question de savoir comment amener des connaissances, en l'occurrence des connaissances biologiques, des connaissances médicales dans les modèles, et donc il va s'agir de montrer à travers ce cas précis que l'explicabilité n'est pas une question centrale pour le médecin qui développe ces outils. Donc, en termes de plan, donc dans une première partie de ma présentation, je montrerai que le problème auquel le projet étudié vise à répondre implique une compréhension de l'intelligibilité des IA qui dépasse vraiment le simple fait d'aller expliquer, élucider leur fonctionnement. Et dans une seconde partie, du coup, je présenterai l'approche qu'ils ont développée dans le cadre de ce projet-là pour produire des IA dont les résultats font sens pour le médecin. Et c'est une approche qui, du coup, en fait, laisse le fonctionnement des IA totalement opaque. Et donc, cette étude de cas permettra de montrer que cette question de l'intelligibilité et plus largement celle de l'appropriation, de l'appropriabilité des IA, elle n'a de pertinence que si elle est vraiment posée dans des contextes d'utilisation définis qui se caractérisent par des problématiques d'usage spécifiques. Donc, très rapidement, je vous présente mon terrain d'étude et le projet que j'ai étudié. Donc, le projet en question, il s'appelle Apriorix. C'est un projet qui est en gros coordonné par un pathologiste et qui associe un data scientist à l'Institut universitaire du cancer Toulouse-Oncopole, qui est un centre de lutte contre le cancer. C'est un projet académique. Et donc, c'est un projet qui vise à construire un ensemble d'images annotées de tumeurs cancéreuses du sein. Donc, ce genre d'image-là, pour aller ensuite, ultérieurement, développer des réseaux de neurones. En l'occurrence, c'est des réseaux de neurones convolutifs, parce qu'on parle d'un projet qui a débuté en 2021, donc il est un petit peu daté en termes de technologie. Donc, développer des réseaux de neurones convolutifs qui seront capables de repérer l'intégralité des composants de la tumeur sur des lames d'histologie numérisées. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de développer des modèles qui vont aller chacun repérer un type d'objet dans la tumeur, et ce qui va permettre ensuite aux pathologistes de faire ces quantifications, de faire par exemple de la détection de cellules en mitose, etc., et de faire derrière son diagnostic. Donc, alors, juste rapidement pour vous préciser ce que c'est l'anatomie et cytologie pathologique. Donc, c'est une spécialité médicale qui est ancienne, qui date à peu près du XVIIIe siècle, qui a beaucoup évolué, et c'est une spécialité médicale qui est vraiment au centre du diagnostic, du pronostic et de la prise en charge thérapeutique du cancer.
Et donc, elle va étudier les anomalies provoquées par ou alors qui sont associées à des maladies au niveau des tissus, au niveau des cellules aussi. Et donc, l'examen anatomopathologique va employer des techniques qu'on appelle morphologiques. Donc, ils vont étudier un peu les structures des tissus et les structures des cellules. Ils vont utiliser des techniques immunohistochimiques où ils vont étudier les protéines qui sont exprimées par les cellules présentes dans le prélèvement, et des techniques moléculaires où là, ça va être l'idée, c'est d'étudier les acides nucléiques présents dans les cellules. Donc voilà, l'idée c'est de développer, c'est de créer un dataset pour aller ensuite entraîner des réseaux de neurones à identifier des objets dans des images. Et en fait, l'objectif à terme de ce projet-là, a priori, c'est précisément de mettre le pathologiste en capacité d'aller exploiter beaucoup plus amplement l'information qui est présente dans son principal matériau d'étude, qui est en gros les lames histologiques. Donc, notamment, en fait, dans le cancer du sein, donc, qui est le contexte de ce projet-là, l'examen anatomopathologique, en fait, il va consister à examiner uniquement une quinzaine de critères qui permettront en fait d'aller caractériser la tumeur et déjà de pouvoir avoir des éléments pronostiques et des éléments parfois de prédictifs sur la réponse au traitement. Et ce dans un temps assez limité. En général, ça prend une quinzaine de minutes aux pathologistes pour les cas complexes. Mais évidemment, l'information qui peut être contenue dans ces lames histologiques, dans ces prélèvements, est beaucoup plus vaste, en fait, beaucoup plus riche, beaucoup plus ample que ce que laisse entrevoir au pathologiste cette quinzaine de critères qu'il utilise dans sa pratique. Et donc, je cite le pathologiste avec qui j'ai travaillé. Donc, vous verrez que je fais beaucoup usage des entretiens semi-directifs. Donc, dans une lame de verre standard avec une tumeur du sein dessus, on a souvent plus d'1 million de cellules sous les yeux, et une tumeur, c'est complexe, c'est pas seulement un paquet de cellules tumorales, on a une interaction entre des cellules tumorales et l'environnement, l'immunité, la structure, les vaisseaux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de voir plus de choses que ce qu'on voit habituellement dans les lames. Plus précisément, en fait, l'usage de l'intelligence artificielle pour aller décrire de manière exhaustive tous les objets qui vont se trouver dans la lame histologique, ça va permettre peut-être aux pathologistes de mieux exploiter les critères diagnostiques et pronostiques existants, voire ça facilitera en fait l'identification de nouveaux critères qui justement n'étaient pas accessibles aux pathologistes avec les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire avec le microscope, avec les yeux et avec son cerveau. Donc je cite encore le pathologiste impliqué dans le projet. Pour ce qui est des relations entre les cellules, s'il y a plus de 3 critères intriqués, on est coincé, alors que la machine, par exemple, quand on regarde l'infiltration de la tumeur par les cellules immunitaires, parenthèse, en fait, ça c'est ce qui leur permet en gros de déterminer si un patient est éligible ou pas à une immunothérapie. Parenthèse refermée. On peut regarder où se situent les cellules immunitaires, entre les amas de cellules cancéreuses ou à l'intérieur, vraiment au contact des cellules cancéreuses. Et si le bon critère, celui qui est intéressant, c'est une histoire de proportion de cellules qui sont au contact par rapport à celles qui ne sont pas au contact, à l'œil, on ne sait pas évaluer. Mais avec la machine, ça devient possible. Donc, l'IA, du coup, en permettant de mieux exploiter les critères qui existent, en permettant peut-être d'en identifier de nouveaux, justement, elle contribuerait à enrichir significativement la capacité d'analyse du pathologiste et du coup améliorerait sa précision diagnostique. Et par là même, en fait, l'IA représente un enjeu professionnel vraiment dans cette spécialité médicale. En fait, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la pathologie a vu ces techniques
et par conséquent son rôle dans la prise en charge des cancers remis en question par l'essor d'une médecine de précision fondée vraiment sur l'analyse du génome tumoral qui ne fait pas du tout partie des techniques de l'expertise du pathologiste. Donc les approches qui sont issues de la génomique n'ont pas remplacé vraiment l'expertise du pathologiste de façon pure et simple, mais il y a des cas, il y a des sous-types de cancers où en fait, le pathologiste a en quelque sorte été exclu de la décision médicale. Donc, c'est notamment le cas dans certains cancers du sein, des sous-types très précis, où en fait la prédiction de la récidive chez la patiente et donc la décision de lui donner ou pas une chimiothérapie adjuvante, donc pour vraiment éliminer tout risque de métastase. Eh bien, elle va plus être prise sur la base de l'analyse du pathologiste, sur la base de ces critères. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une signature moléculaire. Donc, en fait, ça va être un test qui va être fait grâce à du séquençage dans une entreprise en Californie. Et juste le pathologiste va être le pourvoyeur d'échantillons. Il ne va pas avoir vraiment d'implication dans cette analyse-là. Donc voilà. Et juste pour préciser, aujourd'hui, dans cette spécialité médicale, justement, il y a un énorme développement en ce moment de projets qui visent à aller prédire les résultats de signatures moléculaires à partir de l'intelligence artificielle sur les images histologiques. Donc je reviens à mon projet. Donc le pathologiste qui est impliqué dans ce projet-là, qui en est même le coordinateur, s'inquiète quand même du caractère opaque des réseaux de neurones convolutifs, du coup, qui sont utilisés pour le projet. Parce que la manière même dont ces modèles vont extraire de l'information des lames virtuelles va risquer de faire perdre tout sens biologique, tout sens médical à cette information. Je cite le pathologiste. L'information extraite doit être intelligible pour un biologiste, pour un pathologiste, pour un oncologue. Extraire de l'information comme le font les réseaux de neurones convolutifs, c'est-à-dire en enchaînant de nombreuses convolutions afin d'extraire des caractéristiques distinctives mais totalement incompréhensibles des images, ça nous éloigne beaucoup de la compréhension des mécanismes biologiques sous-jacents. En fait, comme le montre cette citation, aux yeux du pathologiste, aux yeux du médecin, le problème de l'opacité des réseaux de neurones, c'est vraiment un problème, c'est vraiment lié à une absence de relation entre les résultats des modèles, des IA, et les connaissances médicales du médecin. Donc la manière en fait, dont les réseaux de neurones profonds vont analyser une image va n'impliquer aucune connaissance préalable de la biologie, aucune connaissance préalable de l'histologie. En gros, c'est plutôt les transformations successives qui vont faire subir à l'image qui vont leur permettre d'en tirer une information, et le fait est qu'on a du mal à comprendre la logique qui sous-tend ces transformations. Alors, la littérature, elle offre deux stratégies en fait, pour répondre à ce problème de l'opacité des réseaux de neurones convolutifs. Donc d'un côté, vous avez une stratégie qui en gros, recommande d'abandonner ces modèles opaques, donc en gros tout ce qui est réseau de neurones, au profit de modèles qui sont dits interprétables par nature. Et de l'autre, vous avez une stratégie qui consiste à utiliser ce qu'on appelle des techniques post-hoc, qui vont en fait permettre d'expliquer les résultats de modèles opaques après leur entraînement. Donc, ce sont deux types de stratégies qui vont chacune offrir des avantages distincts, mais aussi des limites que je ne vais pas forcément détailler, parce que par manque de temps, mais si vous voulez, on peut y revenir pendant les questions. Mais du coup, en fait, ces limites ont vraiment conduit le pathologiste et le data scientist impliqués dans Apriorix à développer par eux-mêmes une solution qui permettrait aux pathologistes de donner du sens aux résultats produits par les modèles en vraiment les reliant à ces connaissances. Donc c'est une stratégie qui, encore une fois, ne consiste pas à rendre les mécanismes internes des modèles compréhensibles par le médecin,
Mais l'objectif, en fait, ça va être vraiment de s'assurer, de forcer les modèles à produire des résultats intelligibles, utilisables par le praticien. Et donc, en fait, ça va être une solution, une stratégie maison qui se concentre sur la construction, sur la structuration de la vérité de terrain, donc en gros du dataset d'entraînement et de validation des modèles, pour que, en gros, les modèles, quel que soit leur fonctionnement, ils produisent systématiquement des résultats pertinents pour le médecin. Donc je cite encore une fois le pathologiste. Là, quand j'ai parlé de ce qu'il y avait dans une tumeur, j'ai dit cellules tumorales, j'ai dit cellules immunitaires, j'ai dit vaisseaux, et les cellules sont constituées de noyaux et de cytoplasme, etc. Donc l'idée, c'est que la machine arrive à identifier ça. En gros, il me disait souvent, en gros, je veux que mes modèles parlent le même langage que moi et voient ce que je vois dans une image. Donc, alors, la vérité de terrain, du coup, d'un modèle d'apprentissage automatique, le dataset d'entraînement, de validation, donc ça va être utilisé pour entraîner et valider ce modèle-là. Et en gros, pour l'apprentissage qui est mis en œuvre dans le projet que j'ai étudié, qui est en l'occurrence de l'apprentissage supervisé, ces vérités de terrain vont comprendre des données d'entrée, donc des images, qui vont être associées à des annotations qui définissent la sortie attendue pour chaque image. Et en fait, pendant l'apprentissage, le modèle va apprendre la fonction qui va associer chaque entrée à la sortie attendue. Donc, en fait, dans le projet ApriORIX, donc l'idée, c'est de vraiment apprendre à des modèles à identifier des objets biologiques à l'échelle cellulaire dans des images, dans des prélèvements tissulaires qui sont scannés. Et donc, en fait, pour leur apprendre à identifier correctement ces objets biologiques-là, il va falloir construire un dataset d'entraînement, donc une vérité de terrain, contenant des exemples de ces objets qui devront apprendre à repérer, mais annotés vraiment avec une précision millimétrique. Et en plus, en fait, dans ce genre d'image, donc dans ces lames histologiques, on a affaire à des objets biologiques qui sont très hétérogènes, qui sont variables entre eux. En fait, la taille d'une cellule ne sera pas toujours la même dans tous les cas. Elles ne vont pas toutes avoir la même texture, elles ne vont pas toutes avoir exactement la même couleur. Donc en fait, il faut un dataset qui soit varié pour représenter cette hétérogénéité qu'on trouve dans les images. Donc en fait, le projet implique tout simplement d'annoter, d'étiqueter des centaines de millions de milliers d'objets à l'échelle cellulaire. Alors en fait, en pathologie, traditionnellement, la tâche d'annotation des images, elle va être réalisée manuellement par les pathologistes parce que ce sont eux qui ont l'expertise qui leur permet en gros de repérer, de décerner des structures tissulaires, cellulaires, de reconnaître une mitose de deux cellules qui sont collées l'une à l'autre. Et donc ça va être une tâche qui va consister à, sur des images qui sont très très denses, à les détecter, puis à les contourer des objets d'intérêt. Et en fait, c'est une tâche qui est vraiment fastidieuse, très très fastidieuse, qui prend du temps. Et en fait, la conséquence de ça, c'est que les datasets qui sont aujourd'hui disponibles dans cette spécialité pour faire notamment ce que veulent faire les porteurs de ce projet-là, ça va soit être des datasets qui contiennent un grand nombre de lames virtuelles qui vont avoir des annotations très grossières, qui, par exemple, c'est celle du haut, là, où on va juste vous dire, en gros, la tumeur, elle est dans cette zone-là, mais pour le projet, ça n'a aucun intérêt. Soit vous avez des datasets avec un petit nombre d'images où vous allez là avoir des annotations vraiment à l'échelle cellulaire, mais même si ça, c'est plus des datasets qui correspondent à la tâche qui est envisagée dans ApriORIX, en fait, ces datasets contiennent tellement peu de données que derrière, les performances des modèles qui sont entraînés dessus ne seront pas forcément très bonnes.
Et donc, pour surmonter les limitations qui sont imposées par l'annotation manuelle au domaine de ce qu'on appelle la segmentation d'images histologiques, l'équipe a complètement opté pour l'automatisation de la tâche d'annotation. Et pour ce faire, en fait, le choix original qu'ils ont fait, ça a été de recourir à une technique qui est bien connue en pathologie, qui est utilisée vraiment au quotidien par les pathologistes, qui est l'immunohistochimie. Donc, en fait, l'immunohistochimie, c'est juste une technique de marquage des échantillons qui va permettre, en gros, de détecter des protéines qui sont spécifiques à un type, une fonction, une structure cellulaire, et en fait, en utilisant une réaction antigène-anticorps. Donc, ça vous donne cette espèce de marquage marron sur fond bleu. Et en fait, ça va vraiment être utilisé pour, en routine clinique, par exemple, prédire la réponse à certains traitements. Donc, par exemple, vous avez la protéine, l'expression de la protéine HER2, qui va être mesurée pour savoir si la patiente atteinte de cancer du sein peut bénéficier d'un traitement anti-HER2. Et donc, en fait, dans ce projet-là, Priorix, l'immunohistochimie, qui est vraiment une technique de routine, eh bien, elle a été totalement détournée de sa fonction principale, sa fonction clinique, pour devenir cet outil d'annotation automatique. Donc, en gros, elle va être utilisée pour aller marquer les différents composants de la tumeur. Donc, ils avaient, je ne sais pas, énormément d'images. Et à chaque fois, sur une image, enfin sur une lame, ils marquaient un objet particulier. Et à partir de ce marquage, en fait, ils ont créé ce qu'on appelle des masques de segmentation binaire qui vont servir d'annotation, en fait, des images pour les modèles en spécifiant, en gros, quels sont les pixels qui appartiennent à l'objet d'intérêt, donc ici en blanc, et quels pixels, en gros, relèvent plutôt de son arrière-plan. Donc, c'est une stratégie d'annotation qui va permettre non seulement à l'équipe d'avoir un dataset d'entraînement qui est beaucoup plus gros, en fait, que ce qui existe, que l'état de l'art dans de nombreux domaines de la segmentation d'images, mais aussi, ça va garantir l'exactitude des prédictions qui seront faites en fait par les modèles qui seront entraînés là-dessus. Donc, l'immunohistochimie, c'est vraiment une technique qui est reconnue pour sa précision, sa spécificité dans la détection de protéines, et du coup, elle va vraiment conférer aux prédictions un fondement biologique solide qui rend superflue l'explication de leur fonctionnement interne. Donc, en produisant des annotations qui sont très très précises, la stratégie qui est développée dans le cadre du projet Priorix permet du coup au réseau de neurones convolutifs d'apprendre les vraies caractéristiques des données qui sont vraiment distinctives des objets biologiques qu'ils auront à segmenter. Et donc, en fait, c'est une approche qui contraint les modèles à fonder leurs prédictions sur des objets biologiques réels, donc ça ne rend pas pour autant leur fonctionnement interne plus compréhensible par le médecin. Mais en gros, les résultats qui sortent derrière ont nécessairement une pertinence biologique, ce qui donne du coup sens à ça, ce qui leur donne sens aux yeux des praticiens. Donc on peut dire en fait que l'intelligibilité, ici, des modèles est vraiment opératoire, même si les modèles eux-mêmes, ils restent des modèles opaques. Et je ne sais pas si ça va. Okay. J'ai bientôt fini, de toute façon. Pas plus de 5 minutes. Alors, malgré tout, cette approche, elle ne va pas forcément entièrement assurer ce qu'on appelle la généralisabilité des modèles, c'est-à-dire en gros la capacité des modèles à aller reconnaître les objets qu'ils ont appris à reconnaître dans de nouvelles images, y compris celles qui viennent d'autres laboratoires de pathologie. Donc en fait, le fait est qu'une partie de ces caractéristiques des données qui ont été apprises par les modèles peuvent être totalement liées au contexte d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle la problématique du surapprentissage.
qui est très documenté. Et en fait, le truc, c'est qu'une des grandes différences entre le développement de l'IA en pathologie et dans d'autres spécialités médicales comme la radiologie, c'est qu'en pathologie, vous avez des données qui sont très peu standardisées, elles sont très hétérogènes entre laboratoires. En radiologie, en fait, par exemple, pour des images comme les mammographies, vous avez des contraintes techniques dessus, vous avez des contraintes procédurales qui fait que vous n'avez pas une variabilité au niveau de l'image qui est aussi forte que ce qu'on peut avoir en pathologie. Et en fait, la variabilité des données en pathologie, elle est complètement attribuable à une variabilité des pratiques derrière, qui est en gros une variabilité dans les protocoles de préparation des lames, une variabilité dans l'équipement de numérisation aussi, parce que en fait, les différents scanners de lames qui existent sur le marché n'ont pas forcément tous la même résolution. Ils ne rendent pas tous exactement la même couleur. Et en fait, tous les laboratoires de pathologie n'ont pas tous la même marque de scanner. Il y a plusieurs équipementiers qui existent. Et voilà. Et donc, un exemple de ça, c'est que les laboratoires de pathologie n'utilisent pas toutes la même coloration de routine. En fait, dans la plupart des pays du monde, la coloration la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'hématoxyline éosine. Donc en fait, c'est une coloration où vous avez les noyaux des cellules qui vont être en bleu et les cytoplasmes, la fibrose, qui vont être en rose. Donc voilà une coloration qui, en gros, vous avez du rose, du jaune, du rose, du bleu, pardon. Mais en France, notamment, il y a pas mal de laboratoires, donc c'est vraiment une exception dans le contexte international. Il y a pas mal de laboratoires qui vont ajouter à cette coloration du safran, parce que ça permet de mieux voir certains tissus. Et donc là, vous avez une coloration rose et bleu à laquelle on a ajouté des nuances un petit peu dorées, des nuances de jaune. Donc, en gros, l'œil du pathologiste, si vous lui donnez des colorations qui ne sont pas les mêmes de lames qui contiennent en gros une tumeur similaire, mais qui ne sont pas colorées pareil, il n'y aura pas exactement de problème, parce que derrière, il a la connaissance des objets biologiques. Mais si vous donnez des images qui viennent de deux laboratoires différents à un réseau de neurones, lui, il va voir, en fait, lui, il voit les images en termes d'intensité de pixels. Donc, en gros, pour lui, ces images seront totalement différentes. Il n'arrivera pas forcément à les traiter s'il a pris avec des images qui sont trop différentes de celles qu'on lui présente. Donc, en fait, tout ça pour dire que les modèles qui sont entraînés dans le cadre du projet AprioriX, où vraiment ils ont créé un dataset, ils ont mis toutes les ressources qu'ils ont obtenues dans le cadre du projet pour créer un gros dataset, en fait, ils pourraient tout à fait avoir des performances qui sont sous-optimales dans d'autres laboratoires. Donc, tout ça pour dire, en définitive, que l'accent qui va être mis dans la littérature sur cette question de l'explicabilité des IA, elle ne doit pas éclipser l'importance d'aspects qui sont tout aussi importants pour la sécurité des patients, pour la confiance des professionnels de santé, comme cette question de la généralisabilité, qui vraiment, en tout cas dans cette spécialité-là, c'est quelque chose qui est très très difficile à mettre en œuvre dès la phase de conception. Très, très, très difficile pour les data scientists. Donc je vais conclure rapidement. Donc, ce travail du coup sur le projet AprioriX a mis en évidence le décalage qui a déjà été souligné dans la littérature entre l'explicabilité telle qu'elle est généralement envisagée dans le champ de l'explainable artificial intelligence, au sens vraiment de la compréhension des mécanismes internes des modèles et l'intelligibilité des résultats produits par les modèles telle qu'elle est vraiment conçue et souhaitée par les utilisateurs. Donc, contrairement à une idée très répandue, l'explicabilité n'est pas quelque chose d'indispensable pour atteindre
cette intelligibilité, et donc vraiment pour l'appropriation de ces technologies par les médecins. Donc, dans le cas d'Apriorix, précisément, plutôt que d'aller utiliser des méthodes explicatives pour rendre le fonctionnement des modèles explicables au sens de l'explainable artificial intelligence, ben, en fait, il s'est tout simplement agi de créer une solution d'annotation qui force les modèles à fonder leurs prédictions sur les caractéristiques biologiquement pertinentes des données. Donc, les résultats, du coup, ils se trouvent alignés avec les connaissances du pathologiste, ce qui lui permet en fait de les comprendre, de les évaluer, de les intégrer dans sa pratique. Donc, en définitive, en fait, tout indique que la question de l'appropriation des IA doit être posée vraiment en faisant grand cas des spécificités de chaque contexte d'usage pour y répondre. Et juste, je termine sur mes pistes de recherche qui ont été ouvertes par l'étude de ce projet-là. Donc, en fait, ça a fait pour moi émerger 3 autres considérations importantes qui, du coup, pourront donner lieu et donnent lieu à des recherches plus approfondies. Donc, premièrement, un constat, c'est que les IA peuvent vraiment se heurter à la variabilité des conditions des milieux dans lesquels elles sont développées. Donc, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos de la variabilité des images en pathologie. Et donc, ça invite vraiment à repositionner la question des possibilités, des enjeux des IA dans les contextes sociotechniques où elles s'insèrent, à aller regarder le milieu, aller regarder les conditions organisationnelles, techniques, etc., pour comprendre en gros à quels écueils peuvent être confrontés les concepteurs. Deuxième chose, c'est que ce que ça montre aussi pour moi, c'est que l'IA, elle ne remplace pas, elle n'affaiblit pas forcément, inévitablement, l'expertise du médecin. Donc vous avez des études en fait, qui existent aujourd'hui, notamment dans la spécialité que j'étudie, qui disent, en gros, qui arguent que l'IA représente une perte par rapport aux méthodes traditionnelles du pathologiste. Ce avec quoi je ne suis pas d'accord, parce que précisément ce projet Apriorix indique que, en fait, au contraire, l'IA peut représenter un moyen pour le praticien d'aller renforcer son expertise face à des expertises concurrentes, qui du coup conduit à s'intéresser à comment l'IA reconfigure cette expertise-là. Et troisièmement, ce qui a émergé aussi pour moi, c'est que en gros, Apriorix propose une stratégie assez intéressante, originale, pour aller associer des approches statistiques qui sont propres au réseau de neurones profonds et les connaissances de l'expert, sans pour autant qu'on tombe dans du coup, ce qu'on appelle l'IA neurosymbolique, qui a été un petit peu mentionné très rapidement ce matin, où en fait, il s'agit de combiner des approches statistiques et des approches symboliques, notamment en allant formaliser les connaissances de l'expert sous forme de règles. Et voilà, j'ai terminé.